Bienvenue au Polysécure segment PME grand public. Je suis avec Emeline. Bonjour Nicolas Loïc. Ça va bien? Ça va super bien. Retour en force après les vacances. Oui, ça fait du bien. Et justement, on va aborder un sujet qui est très, très crucial, justement, de ce retour. Les sauvegardes, autant dans un contexte physique dans nos locaux que dans un contexte où on a des services infonuagiques qui parfois ont pas nécessairement des sauvegardes qui sont d'une très grande efficacité. Donc, je te laisse commencer. Ben oui, absolument. Je trouvais ça super intéressant d'aborder cette thématique qui est encore peut-être souvent oubliée. On a peut-être tendance à déléguer ce côté sauvegarde en pensant que les fournisseurs font ce qu'il faut. Mais bon, de toujours avoir un plan B dans la vie, je pense que c'est bénéfique parce qu'on le voit de temps en temps dans les médias, là, même dernièrement avec un hébergeur web que on leur fait confiance sur certains backups, puis finalement ils se font prendre aussi, puis des fois c'est même pas nécessaire, ils eux-mêmes sont victimes d'un piratage, puis eux-mêmes doivent se relever de ces petites choses-là, puis on est les victimes aussi indirectes de tout ça. Donc ouais, je trouvais intéressant de pouvoir l'aborder, mais avant de débuter, je vais revenir moi à marteler mon petit clou de base. Dès qu'on pense sécurité de base, protection de base, la toute première chose qu'on doit faire pour protéger nos comptes infonuagiques, donc que ce soit Google Drive, que ce soit Dropbox, OneDrive, peu importe, la première chose qu'on doit faire, c'est de créer un mot de passe qui est robuste et complexe. Et je sais que je le répète tout le temps, mais j'aime mieux le répéter. Mot de passe complexe, mot de passe robuste, mot de passe unique aussi. Puis la deuxième chose, clairement, ça va être d'activer l'authentification multifactorielle, qui ajoute un deuxième élément de protection. Ainsi, pour pouvoir pirater mon compte, les cybercriminels doivent non seulement avoir mon mot de passe, mais ils doivent aussi obtenir ce deuxième facteur qui m'est unique. Qu'est-ce que tu en penses déjà de cette recommandation de base? Comme tu dis, c'est la base, c'est nécessaire. Puis on a vu, de toute façon, on a vu sur les médias sociaux, il y a une entrepreneur qui s'est fait avoir parce qu'elle vit sur les plateformes, en plus sur les plateformes de Facebook, je crois, où elle transige énormément. Donc, toute son chose est là. Elle s'est faite voler son compte. Là, ça a été pour elle très dramatique comme entrepreneur, comme petit entrepreneur, puisque si c'est sa plateforme de vente qui est basée là-dessus, elle perd sa plateforme de vente et de promotion. Donc là, elle est littéralement à sec. Fait que c'est très terrible. Donc, effectivement, c'est essentiel de protéger ça, plus les fonctions connexes, c'est-à-dire de se faire alerter quelques nouvelles connexions, ainsi de suite, pour qu'au moins on soit capable de réagir en temps opportun. Fait qu'il faut être vigilant. C'est malheureux que ça doit tomber sur nous, même si ces grandes plateformes-là offrent quand même une certaine robustesse, mais pas encore tout à fait. Fait qu'il faut être vigilant et surveiller tout ça. Fait que oui, c'est fondamental. Et l'élément incident, donc même comme cet entrepreneur-là est tombé là-dessus, il faut que son contenu soit protégé. Donc, c'est là où la sauvegarde, même en infonuagique, est importante de nos contenus. Dans ce cas-ci, d'extraire de ces plateformes-là ce contenu-là pour que si dans son cas, elle était heureuse de ce que j'ai pu constater. Elle a réussi à négocier avec Facebook, ce qui est pas aisé, de réussir à récupérer son compte. Mais si elle n'avait pas réussi à récupérer son compte, de recréer son affaire, donc ça aurait été nécessaire toute la sauvegarde, tout le contenu de ces informations, qu'on n'aurait pas tendance ou on n'est pas spontanément enclin à dire on va sauvegarder notre contenu Facebook. Ben oui, il faut le sauvegarder, surtout quand on en dépend comme entrepreneur. Ouais, exact. C'est super intéressant et important ce que tu amènes, puis ça introduit vraiment la notion de sauvegarde et au-delà justement de ce mot de passe fort, au-delà du double facteur d'authentification. Qu'est-ce qui est important quand on va utiliser des services infonuagiques? Quand on stocke nos données dans un cloud public, on doit se fier quand même au système de sécurité du fournisseur. On s'entend, il y a plusieurs cyberattaques qui ont été médiatisées. Dropbox il y a quelques temps, AWS, WHC, encore très frais dans nos têtes. Ce qu'il faut garder en tête justement, c'est qu'un service infonuagique, c'est comme stocker ses documents de travail, ces informations sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ça peut avoir de nombreux avantages, notamment au niveau de la disponibilité de l'information et au niveau du travail d'équipe. Par contre,
attention aux données sensibles. Est-ce que j'ai besoin que mes documents soient davantage disponibles ou confidentiels? Puis au niveau de la sauvegarde, qu'est-ce qui arrive? Donc, je dis pas que mettre ces documents sur le cloud, c'est pas sécuritaire, quoi, t'es avec un bémol, mais simplement doublement protéger ces données puis protéger leur intégrité aussi. Est-ce que je vais vraiment pouvoir, en tout temps, à tout moment, pouvoir y accéder? Donc vraiment l'idée d'avoir une sauvegarde, d'avoir un backup, et ça arrive même au meilleur, dans le sens où il y a une entreprise qui s'occupe justement de la sécurité, des sauvegardes aussi de sites web, de certains sites web, et que eux-mêmes ont été victimes, eux-mêmes se sont fait pirater. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont pu réagir, puis ils étaient prêts. Ça leur a pris juste une journée à tout remettre en place. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est posez-vous simplement la question de dire à quel point est-ce que je suis prêt. Demain, il arrive ça. C'est quoi l'impact? Parce que, encore une fois, je le répète, mais la question, c'est pas de savoir est-ce que ça va arriver ou non, c'est quand est-ce que ça va arriver. Puis en ce moment, je m'amuse à dire, ça va sûrement te faire sourire, que, et peut-être que je l'ai déjà dit sur le podcast, mais je le répète parce que j'aime beaucoup cette petite phrase, c'est de dire qu'il y a encore quelques temps, il y avait deux choses qui étaient sûres dans la vie, c'était la mort et l'impôt. Mais là, il y a un troisième élément qui arrive, c'est les enjeux de cybersécurité, puis les cyberincidents, cyberattaques, etc. Donc, d'être vigilant par rapport à ça. Puis je voudrais peut-être parler aussi des sauvegardes physiques, mais avant ça, je voudrais peut-être te laisser ajouter quelque chose. Ouais, ben c'est ça. Puis justement, les cybercriminels sont vraiment une force active. Puis c'est ça qui est important, que les gens comprennent peut-être difficilement, d'où l'importance de la cybersécurité, c'est qu'on se retrouve face à un adversaire actif. Le seul contexte dans lequel on se retrouve avec des comptes comme celui-là, c'est vraiment au niveau du crime physique et à petite échelle, puis c'est très petit, et au sens militaire, où on a vraiment un adversaire qui est vraiment là pour venir nous chercher. Donc, c'est très difficile à comprendre pour la plupart des gens que là, on ne se retrouve pas dans un contexte où c'est comme une défaillance normale du système, quelque chose qui brise. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui veut créer une défaillance dans les systèmes, soit en rançongiciel, soit en rentrant, soit en voulant voler nos informations. Donc, on est vraiment dans un paradigme très, très différent. Donc, on se bat contre un adversaire actif et non juste contre un simple voleur de rue qui va venir par hasard venir soit braquer dans un commerce physique ou venir voler des informations sur base d'opportunités, dans quel cas c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile à exécuter. Là, on est rendu dans un contexte cyber où c'est endémique. On a littéralement perdu le contrôle, puis en ce sens, on a quand même un certain parallèle qu'on peut faire avec le confinement, la pandémie et ainsi de suite dans lequel on est, où ça a été la propagation du virus dans lequel on est a été un feu de paille, essentiellement au niveau mondial. Donc, on est dans un contexte aussi comme ça, s'assurer que si on fait pas attention, ben ça devient ça. Puis là, c'est là qu'on est rendu. Non, absolument. Puis l'idée que je veux amener, même avec un autre type de sauvegarde qui va être ce dont je vais vous parler, les sauvegardes plus physiques, revenir au temps des dinosaures, entre guillemets, c'est de dire que c'est pas infaillible non plus. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Je pense que c'est un mix de tout ça et ce qui correspond mieux aussi pour notre entreprise, qui est le plus pratique. Donc, que ce soit par une attaque ou un problème technique, faut garder en tête que la technologie et l'informatique, c'est pas infaillible. C'est pour ça qu'il va être primordial de faire des sauvegardes régulièrement de nos données importantes, de nos données importantes tout simplement. Et il faut par contre s'assurer de bien les faire et d'éviter certaines erreurs. Donc, je voulais amener quelques clés, à savoir sur quel dispositif déjà physiquement est-ce que je peux faire mes sauvegardes. Donc, première option, le disque dur externe. Donc, c'est là que je parlais des petits dinosaures. Moi, généralement, quand je montre mon disque dur externe à mon entourage, ou même quand je leur dis, bon, exemple, que je suis branchée en filaire, ils me traitent de dinosaure, mais ouais, disque dur externe, mais t'as encore ça chez vous? Ben oui, parce que c'est plutôt pratique. Donc, l'achat d'un disque dur externe est quand même, je pense, encore primordial. Ça va se brancher facilement dans l'ordinateur. Je peux y transférer des fichiers comme si c'était une clé USB. Et ses grands avantages, c'est sa capacité de stockage qui soit hors ligne. C'est très, très important aussi. Puis en revanche, garde en tête que c'est un appareil qui est fragile. Faut donc quand même le manipuler avec soin. On a la clé USB aussi. Je faisais l'analogie avec la clé USB. Mais c'est moins encombrant. C'est plus petit, donc moins encombrant qu'un disque dur. Par contre, c'est facilement transportable aussi. Mais par contre, ça s'égare aussi facilement. Ça s'égare quand même facilement. La durée de vie est assez limitée.
Et on a le fameux stockage infonuagique comme je viens de dire, mais je voudrais aussi t'entendre là-dessus parce que c'est même plus jeune, c'est une erreur que je faisais. Après une sauvegarde, on ne supprime pas les données de l'ordinateur. Tu sais, ça peut paraître logique, mais j'ai commis moi aussi plusieurs erreurs, je dois l'avouer. Mais quand on fait une sauvegarde, c'est pour avoir une deuxième copie au cas où il arrive quelque chose sur la première. Si je supprime les données de l'emplacement original, c'est plus une sauvegarde. Je viens juste simplement de déplacer des données d'un point A à un point B. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà vu ça dans la pratique? Oui, mais de toute façon, c'est parce que la règle en entreprise, on donne, c'est le 3-2-1, c'est-à-dire 3 copies, 2 médias différents, un à l'extérieur du lieu où se trouve la donnée de production. Fait que déjà là, on est dans un contexte où on doit avoir 3 copies de chaque donnée. Donc, c'est vraiment un modèle un peu plus robuste qui a été standardisé, si on veut, là, pour aborder comme ça. Fait, effectivement, si tu te débarrasses d'une copie, là, tu vis toujours avec une seule copie, donc là, tu n'atteins pas le seuil d'avoir au minimum 2 copies. Fait que puis la distinction aussi entre faire une sauvegarde qui est d'une copie d'une donnée active, donc tu l'as en un endroit, et un archive. Un archive, c'est une autre notion. Ça l'a pour d'autres objectifs. Puis encore là, une archive, il faut avoir plus qu'une copie parce que tu l'as mentionné, les disques durs externes sont fragiles. Les clés USB, ça se périme, ça s'abîme. Fait qu'après un certain nombre de temps, de façon spontanée ou par usage, ça s'abîme, donc ça cesse de fonctionner. Donc, de là, il faut quand même vérifier une fois de temps en temps ou archiver comme ça. Puis, il y a toujours l'info nuagique. Mais encore là, il faut que ce soit une copie. Puis là, ça aussi, c'est dangereux dans la tête des gens parce que on va regarder OneDrive chez Microsoft, le iCloud chez Apple, le G Drive chez Google, par exemple. On va y stocker des informations, mais en théorie, il y a juste une copie qu'on stocke. Elle n'est jamais réellement sur notre machine, donc elle est stockée au Dropbox aussi d'ailleurs. Fait que c'est plus des copies locales, c'est des copies qui sont généralement strictement infonuagiques. Donc dès lors, on n'a pas 2 copies, on a vraiment juste une seule. Là, il y a des services plus sophistiqués, on va regarder comme Dropbox. Là, si on a des comptes payants, on est capable d'avoir un 30 jours d'archives qui se suivent. Fait que si on efface ce fichier, on est capable de revenir jusqu'à 30 jours en arrière. Donc, on est capable de se sortir du pétrin. Mais 30 jours, c'est court aussi là, pour revenir en arrière. Donc, ça ne remplace pas un backup, un sauvegarde, mais ça vient faire juste dans un contexte de données actives qu'on utilise régulièrement qu'on pourrait faire une erreur de manipulation. Ouais, j'adore justement ce que tu mentionnes par rapport à la différence entre une sauvegarde et une archive. Comme quoi, oui, faire la distinction parce que ultimement c'est pas nécessairement la même méthode de stockage, de backup, de sauvegarde. De sauvegarde qui est utilisé un petit peu. Tu sais, on a fait un podcast sur la notion de vie privée intimidée. Le mot sauvegarde aussi mériterait d'être décortiqué aussi. C'est très drôle. Mais bref, tu sais, une sauvegarde qui est une donnée plus à court terme pour les projets en cours, tandis qu'une archive, c'est de l'information à long terme. Les archives, c'est aussi une copie de documents, on s'entend, mais sauvegardée avec l'intention particulière d'y accéder dans le futur ou de les conserver pour une raison légale. Si on pense au niveau des impôts, légalement, on est tenu de garder ça pendant 7 ans de souvenir. Donc voilà, tout comme la sauvegarde, il est pertinent de garder une copie ou 2 de ces archives parce qu'on ne sait pas, l'appareil peut être endommagé ou peu importe. Ça va être important et utilisé dans les lieux différents. Et j'adore ça, je refais encore du pouce sur justement la règle du 3-2-1. D'avoir une copie et sur le 1 finalement, parce que là on a insisté quand même sur le 3 copies, 2 supports différents, mais sur conserver une copie hors du bureau, hors de la maison. Moi j'ai une sauvegarde chez mes parents. Voilà, il est là, je vais faire un tour de temps en temps quand même pour m'assurer de l'intégrité, ça aussi on va en reparler, mais c'est donc déjà la séparation du physique et du virtuel est important, mais la séparation physique des copies entre elles, des copies physiques entre elles, est importante parce qu'en cas d'incendie, ma maison, là, on passe au feu. Je pourrais perdre toutes mes données si j'ai uniquement un backup chez nous. Donc, les risques de non-disponibilité d'une sauvegarde deviennent très, très peu probables quand on applique justement cette règle du 3-2-1. Et qu'est-ce qui arrive si j'ai qu'une sauvegarde? Parce qu'on mentionne l'importance, mais concrètement, ce qui peut arriver, comme on l'a mentionné, les services de stockage en ligne sont aussi la cible d'attaque. Et j'ai un exemple à vous donner, une école de formation qui est en ligne, à qui j'ai parlé, et justement, je les questionnais par rapport à leur sauvegarde, où est-ce qu'ils en étaient. Ils disaient, oh, pas de problème, on a une sauvegarde sur Google Drive.
Comme, est-ce que c'est la seule sauvegarde que vous avez? Oui, c'est disponible en tout temps, on peut se connecter à n'importe quel ordi, on l'aura. Et là, voilà, c'est là mon message à dire, mais qu'est-ce qui arrive si Google Drive se fait pirater et puis qu'il arrive quelque chose à leur propre backup? Tu sais, on sait pas. À tous les jours, il y a des nouvelles choses, des nouveaux incidents qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi l'impact sur votre entreprise si vous avez plus accès à vos choses, à vos données pendant 1 semaine, 2 semaines? Ah, c'est un gros impact. Mettons des petites choses en place. Ça coûte pas trop de temps, d'énergie à justement prévenir ces petites choses-là. J'ai envie de mentionner aussi, tu sais, le disque dur externe doit rester au même endroit. Si j'ai 2 disques durs externes, ils peuvent rester à 2 endroits différents. Mais un disque dur externe qui sert à faire des sauvegardes, on ne devrait pas s'en servir comme une clé USB. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il devrait toujours rester dans un endroit sécuritaire et être déplacé uniquement quand je souhaite faire une sauvegarde. Il ne devrait pas être promené de droite à gauche pour éviter les bris, pour éviter les incidents. Et bien sûr, quand je dis qu'il doit rester au même endroit, il y a un endroit où il ne doit jamais rester. C'est branché sur mon ordinateur. Jamais rester branché sur mon ordinateur. S'il est branché en tout temps, je risque de tout perdre en cas de vol, d'incendie, mais aussi, si mon ordi se fait pirater, le pont peut se faire très, très facilement à ce niveau-là. Oui, absolument. Puis en plus, les dernières itérations des rançongiciels cherchent les backups pour les effacer d'ailleurs. Donc, si on est dans un contexte d'une sauvegarde qui est vivante, c'est-à-dire qu'elle est toujours branchée sur le système, ces rançongiciels-là la cherchent et vont la détruire au même titre qu'ils vont chiffrer les données qui sont sur le poste. Donc, à ce moment-là, on n'est pas plus avancé dans ce contexte-là. Fait qu'il faut vraiment que la copie soit débranchée, donc elle ne soit pas active sur une machine ou active sur le réseau à ce moment-là, pour justement se soustraire de ces stratégies-là que les malveillants ont commencé à adopter. Oui, absolument. Puis je parlais un petit peu tout à l'heure de la notion d'intégrité des données et de l'importance de vérifier l'intégrité des données. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce qu'on veut éviter, en fait, c'est le jour où on a besoin de notre sauvegarde parce qu'il arrive quelque chose, puis là, on broche notre disque dur externe, puis on se rend compte que ça fonctionne pas. Je peux plus les lire, ou ça a été mal copié à un moment donné, et puis donc c'est plus utilisable. Donc je suggère, et je voudrais bien t'entendre là-dessus aussi, de faire des vérifications d'intégrité des données, des questions de s'assurer que nos sauvegardes sont adéquates et surtout utilisables plus. Donc pour ça, simplement valider si mon dispositif est toujours fonctionnel. Qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là? Et puis est-ce que tu as des petits trucs à donner à nos gens? Des trucs, peut-être pas. Je sais que c'est la blague en tout cas, du moins, ça l'était en grande entreprise. Oui, on a une sauvegarde. Puis la question qu'on posait souvent, est-ce que vous l'avez vérifié? Mm-hmm. Non. Si on ne l'a pas vérifié, on ne peut pas en garantir qu'elle a une valeur réelle puisqu'elle peut être brisée. Puis souvent, ce qui arrivait quand on faisait les premiers tests de restauration, on se rendait compte qu'il y avait souvent 1/3 des cassettes qui étaient non fonctionnelles ou le backup était corrompu pour peu importe la raison. Donc, à ce moment-là, on arrivait là à devoir rehausser les niveaux. C'est d'ailleurs pour ça que les systèmes de backup ont évolué avec le temps. D'un point de vue plus personnel, PME, juste de s'assurer que le logiciel qui effectue ce genre de choses-là fasse une vérification occasionnelle. Moi, celui que j'utilise sur mon ordinateur, dans le fond, mon ordinateur de travail, va faire ce genre de choses-là sur une base de tous les mois. Va revérifier, au lieu de juste faire un différentiel puis juste de sauvegarder ce qui a avancé, ou sauvegarder tout au complet, il fait une revérification si tout le contenu de mon backup est la même chose que ma donnée vivante. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'altération dans les copies de sauvegarde parce qu'il y en a. Moi, dans ce cas-ci, c'est des sauvegardes sur disque. Sauvegardes sur disque sont moins propices à faire ce genre de perte d'intégrité-là, mais il demeure toujours que c'est possible. Fait qu'il faut toujours s'assurer qu'on ne l'a pas parce que si on a le document, si la loi de Murphy veut qu'on a besoin de documents, on a perdu, on a nos sauvegardes et ça va être le seul document qui va être corrompu dans la sauvegarde. Donc, juste de s'assurer que ça nous arrive pas, que justement on se prémunisse contre ça. Au-delà du fait de faire des tests, d'assurer que le logiciel qu'il utilise à faire des backups, surtout sur des backups sur disque, fasse justement cette vérification-là d'intégrité sur une base régulière. Oui, puis qu'est-ce que tu penses justement de la planification des sauvegardes? L'idée de ce que je vais amener, c'est de l'importance peut-être de programmer un rappel peut-être à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Si on a encore un bout manuel à faire
pour les sauvegardes, brancher son disque dur, puis de faire une copie, comme tu dis, de l'avancée. Il y en a qui, quand je leur dis de faire ça un peu aux semaines, ils me regardent avec des gros yeux. C'est beaucoup trop à chaque semaine. Mais la vraie question à se poser, c'est quoi, comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi l'impact sur mon entreprise si j'ai des sauvegardes, si je fais ma sauvegarde le dimanche, puis que j'ai un souci le samedi suivant. C'est 6 jours de données que je perds. C'est quoi l'impact sur mon entreprise? Tu parlais tout à l'heure avec les clouds qu'on pouvait retrouver pour certains en 30 jours, mais pareil. C'est quoi l'impact de... J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Oui, ben c'est effectivement, c'est toujours l'impact qu'il faut évaluer. C'est ça qui va conditionner la rapidité. Moi, j'ai plusieurs unités de stockage. Sur ces unités de stockage-là, la récurrence n'est pas la même. Sur mon disque principal, ça se fait même aux heures. Mm-hmm. Sur des unités plus secondaires, c'est soit au jour ou soit aux semaines, tout dépendant de la vie qu'il y a sur ce disque-là, parce que chacun de mes disques qui sont branchés sur mon ordinateur principal ont des fonctions. Il y en a qui j'utilise que très peu. Il y a très peu de mouvements de données dessus, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une sauvegarde très régulière. Par contre, j'ai où sont situées, par exemple, toutes mes données de travail. Comme je bouge, je fais beaucoup de travaux dessus, je fais vraiment un travail très fort. Ceux-là sont aux heures, par exemple. Fait que là, ça se fait tout seul. J'ai des sauvegardes de réseau dans ce cas-ci, parce que bref, l'ensemble de ma stratégie est quand même assez complexe parce que je suis assez freak dessus. Surtout depuis quand on parle une fois sur données, on devient un peu plus à cheval sur ces affaires-là. Fait que ça se fait tout seul, c'est des backups réseau sur des lecteurs réseau qui se font. J'ai un NAS qui sert que pour ça. Donc, il se fait aux heures, pour moi, ça n'a pas de pénalité d'effort. Là, où c'est moins fort dans ma stratégie, c'est que j'ai pas encore la sortie de mes backups hors de mes lieux de travail. Donc, s'il y a un avarie chez moi ou un avarie technique où je me fais voler ou je me fais pirater, j'ai un peu plus de problèmes à revenir en vie rapidement. Il y a certaines de ces backups-là. Moi, dans ce cas-ci, c'est AWS, c'est S3 Glacier que j'utilise comme dépôt de stockage à long terme. On va prendre, par exemple, d'un point de vue plus personnel, disons les photos. On a quand même une quantité effroyable de photos maintenant avec la capacité avec nos téléphones de prendre des photos à tout bout de champ. Donc, c'est très grande quantité de données-là, au lieu d'être stocké juste sur un disque externe. Dans ce cas-ci, dans un backup chiffré, dans AWS Glacier, qui est pas très peu dispendieux. Moi, dans ce cas-ci, c'est pour plusieurs terras de stockage, ça me coûte à peu près une dizaine de dollars par mois. Fait que c'est ces stratégies-là qui vont aussi toucher mes données de production éventuellement, là, que ça, je ne l'ai pas encore exécuté. C'est là où j'ai une faiblesse. Mais effectivement, d'automatiser ça le plus qu'on peut, justement, pour enlever un peu la douleur que tu mentionnes. Mais encore là, juste brancher un disque dur externe, c'est pas une énorme douleur de le mettre une fois par semaine ou de se mettre des stratégies que nos backups journaliers qui sont automatisés sur le réseau vivant, de le récupérer une fois par semaine puis de le mettre hors site, par exemple, de se trouver des stratégies comme ça qu'on peut faire. Ou même avec des partenaires d'affaires, on peut avoir de la stratégie. Il y a certains systèmes de sauvegarde qui fonctionnent où ton unité principale, ton NAS principal est sur site, mais on est capable de déposer un NAS dans un site secondaire. Fait que ça permet à ce moment-là de sauvegarder. Donc, avec un partenaire d'affaires, de juste stocker chez lui cet équipement-là qui permet justement de sortir rapidement et à peu de frais et à peu d'efforts cette sauvegarde-là à ce moment-là, justement, pour arriver justement à l'objectif qui est en cause. Ouais, puis tu as mentionné quelque chose qu'on aura l'occasion de éventuellement, je pense, réaborder dans un autre podcast, mais tu sais, la notion de chiffrement. Le chiffrement de mes sauvegardes, le chiffrement de certaines pièces jointes que je vais envoyer par courriel. Je pense que ça pourrait être très, très intéressant, effectivement, parce qu'on ne l'a pas abordé du tout. Puis, on se dirige, je pense, tranquillement aussi vers la fin, mais je voulais aussi aborder la sauvegarde de nos téléphones. Nos téléphones, nos mobiles, comme tu dis, on prend plein de photos. C'est quoi à quelle fréquence est-ce que je fais aussi des backups du contenu de mon téléphone? Si je perds mon téléphone demain, est-ce que ça a un gros impact? C'est quoi l'impact au niveau des doubles facteurs d'authentification qui sont stockés sur nos téléphones? Est-ce que j'ai un backup? C'est parce que ça peut être super problématique. Si demain on perd notre téléphone, puis ciao les doubles facteurs, puis les codes des applications.
Absolument, cela. Mais heureusement, maintenant, Google Authenticator permet une sauvegarde justement pour éviter ce problème-là. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Donc, si on perdait notre téléphone, on était un peu plus, on n'avait pas de copie de sauvegarde, on était plus dans le problème de justement de désamorcer ces doubles facteurs-là qu'on n'a plus les clés. Là, il faut avoir justement les codes de retour qu'on doit conserver dans un endroit sécuritaire, parce que c'est quand même des clés maîtres. Donc là, on embarque dans toute la notion de voûte de mot de passe qui est très importante de disposer. Fait que oui, sauvegarder le téléphone. Le mien, moi, il est toujours sauvegardé, fait que j'ai pas de défi là-dessus, mais c'est quand même difficile, ça aussi, de faire quelque chose d'automatique. Là, moi, j'ai un iPhone, fait que c'est assez bien inclus. Android, c'est un peu moins bien inclus, c'est moins built-in, donc c'est vraiment peut-être un peu plus d'effort de la part de la personne de devoir sauvegarder ça, parce que toute notre vie est sur ces appareils-là. En tout cas, moi, ma vie est électronique, fait que ma vie est partout. Fait que si j'ai pas de sauvegarde, je fais juste disparaître si j'ai un avarie. Là. Ouais, non, absolument. Donc, j'ai envie de laisser de terminer ça là sur cette réflexion par rapport aux sauvegardes des téléphones. Puis, on aura l'occasion, je suis sûre, d'en reparler, mais ouais, de savoir, nos téléphones aussi, on les oublie, ces petites bébites-là, mais beaucoup d'informations et comment on se relève d'une perte ou d'un vol d'un appareil mobile, d'un téléphone. Absolument. Ça faisait le tour, Nicolas Loïc, de ce que je voulais aborder. Et je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ton niveau. Non, on a fait un tour sur la sauvegarde très intéressant. Justement, toutes les choses qu'il faut faire attention, quelques petites pistes intéressantes à explorer justement pour mettre des choses en œuvre. Il y a des moyens un peu dispendieux à la portée des gens, juste de faire l'effort de le faire, puis justement pour s'éviter des problèmes puis des difficultés. Génial, merci beaucoup en tout cas. Merci.